Bonjour, c'est Pierre. Dans ce café espresso, nous allons nous pencher sur un livre qui s'appelle L'Amérique de Trump par Paul Gottfried. Il fut édité chez Jean-Cyril Godefroy en 2020 dans la collection du Cercle Aristote. Le livre présente l'infiltration du mouvement politique conservateur états-unien par une certaine gauche, les néoconservateurs. Il y explique d'abord la naissance du conservatisme, une philosophie d'élitisme justifiant les hiérarchies traditionnelles. Originellement, le courant est né dans un milieu aristocratique se sentant menacé après la Révolution française. Cependant, leurs idées se sont rapidement diffusées, y compris du côté gauche, car, page 35, leurs enseignements correspondaient à un vécu et à des perceptions de plus en plus largement partagées par les classes non aristocratiques. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, la classe ouvrière et la bourgeoisie découvrirent différents aspects de la pensée conservatrice romantique qui entraient en résonance avec leurs aspirations et leurs inquiétudes. La classe moyenne fut séduite par la passion conservatrice pour le patrimoine national, mais aussi par sa perception vitaliste et évolutionniste de la société, résultat de la réaction conservatrice aux Lumières. La pensée romantique conservatrice fut également soluble avec les enseignements des héros du prolétariat, à commencer par Marx et Engels, qui y puisèrent l'impulsion pour forger leurs théories sur le matérialisme et la contingence historique des idéologies, tandis qu'ils remplaçaient l'idée conservatrice de la conscience nationale par celle de la conscience collective ouvrière. Le conservatisme culturel contemporain ne peut se prévaloir d'un impact comparable sur le monde, malgré ses tentatives pour se dégager du moindre étiquetage politique. Un autre facteur clé de cette évolution et de l'échec du conservatisme américain fut cerné par le politologue Mark Henry. Pour lui, les Américains sont bien trop obnubilés par leur exceptionnalisme et il faudra attendre que le soleil se couche sur leurs illusions pour que les personnes qui avaient placé leur espérance dans les promesses de la politique idéologique se sentent démoralisées et dépossédées. Pour Henry, quand ce moment adviendra, seuls ceux qui ont conservé la foi dans les enseignements des traditionalistes pourront, à terme, arriver à bon port. Cette pensée demeurait certes rassurante, mais Henry la tempéra immédiatement en déclarant que ce projet d'auto-limitation peut apparaître une fantaisie au moment où l'Amérique constitue indéniablement le plus grand pouvoir sur Terre et où la culture populaire américaine exerce sa prééminence. Comme indiqué dans la première moitié de cette citation, l'une des explications de la chute du conservatisme est le fait que le camp d'en face s'est approprié son ingrédient le plus savoureux, la mise en contexte historique. Cette disposition intellectuelle de distance entre le maintenant et l'hier crée aussi une nostalgie du temps présent face à des évolutions aux conséquences imprévisibles. Il n'est peut-être pas illogique que ce fût chez des auteurs allemands qu'a émergé cette Sehnsucht conservatrice, terme que je traduirais maladroitement par le mal d'un pays qui n'existe pas. La gauche s'est malgré tout approprié l'analyse historique contextuelle, non pour comprendre les époques, mais pour marquer un maximum de distance d'avec celle-là. L'analyse matérielle en dur servait aux conservateurs à défendre les hiérarchies, elle a servi à gauche à émettre des thèses éminemment intellectuelles et universelles, des valeurs de gauche réinjectées à droite par les néoconservateurs un siècle plus tard. Page 62. Ce fut ce hold-up extraordinaire qui enfanta le conservatisme américain tel que vous l'imaginez à partir des années 1980. Pour imposer la doctrine de la guerre à outrance et l'exportation brutale de notre mode de vie marchand, les néoconservateurs ont extirpé du conservatisme tout ce qui s'opposait à la société de marché telle que la gauche la voulait. Et tout cela grâce à une sérénade sur les valeurs et à l'épuration que l'antiracisme dogmatique leur a permis d'opérer. Trump ne vient ni de l'un ni de l'autre, mais balance un peu entre les deux par un opportunisme et un pragmatisme de chaque instant. Ceux qui croient chasser les fantômes du vrai conservatisme américain en s'attaquant à Donald Trump se trompent. Il n'est pas l'un des nôtres et l'une des seules choses que nous partageons avec lui est notre refus des guerres inutiles. Pour un Français, le livre s'adresse prioritairement à quelqu'un voulant mieux comprendre le contexte politique général des États-Unis d'Amérique. Les 162 pages s'adressent au départ à ceux que l'auteur qualifie de paléoconservateurs. Il s'inclut dans ce groupe. Il répond à la question « Comment sommes-nous devenus en voie d'extinction ?»
en décortiquant l'infiltration chez les républicains des néoconservateurs pro-État et pro-New Deal, donc de gauche. Le livre pointe du doigt plus généralement l'impossibilité pour des États-Unis au sommet du monde de se regarder eux-mêmes, comme cela aussi a été mis en exergue dans la première citation. Quand on s'imagine que sa propre culture est la meilleure, les seules menaces qui peuvent advenir ne peuvent venir que de l'extérieur. Ainsi, depuis 1945, ou bien depuis 1991, selon la manière d'analyser, préserver le modèle états-unien n'a plus été possible qu'en diffusant ce même modèle par les armes, tel que décrit dans cette dernière citation, page 135. Cette violence missionnaire que les mouvements actuels essayent de faire descendre des pères fondateurs est avant tout un wilsonisme, soit une volonté de croisade démocratique pour des intérêts coloniaux bien compris et une maîtrise des mers bien rentable que les États-Unis ont repris à l'Angleterre. Comme l'écrit le spécialiste français des relations internationales Clément Nguyen, le wilsonisme est toujours beauté. Rappelons qu'avant Trump, Pat Buchanan incarnait cette opposition de droite à la politique de guerre à outrance. Il était le porte-parole de l'opposition de droite à la guerre en Irak. Buchanan était un journaliste courageux qui avait servi dans l'administration Nixon et avait déjà exprimé son opposition au comité d'action politique israélo-américain en décrivant les néoconservateurs comme des puces sur le chien conservateur. Buchanan avait réussi à réunir les libertariens pacifistes avec les nationalistes de droite, prônant le protectionnisme et le contrôle de l'immigration. Trump a réussi à réunir ces écoles avec, en plus, le renouveau populiste, qu'il soit typiquement américain, populisme du Sud, ou tribal d'une partie de la population américaine écœurée par 8 ans d'Obama. Le journaliste français Alexandre Mendel décrivait Donald Trump comme un démocrate qui a trouvé un billet de loterie gagnant avec écrit dessus « immigration et identité ». C'est assez vrai. Cela augmentera sa diabolisation, car les conservateurs de valeurs sont verbalement contre l'immigration, mais leur indifférence à la question identitaire et leur volonté de voir les frontières tomber font d'eux des amoureux des immigrés, si ceux-ci se mettent à fredonner le discours des valeurs. Le Mexicain devient sympathique s'il pense que le mariage homosexuel est l'acmé de la civilisation humaine. Leur opposition au protectionnisme est du même tonneau. Pour eux, l'Amérique ne vaut rien en elle-même. L'Amérique et les Américains ne méritent d'attention que s'ils entrent dans le plan impérial de garantir le libre-échange par les armes, de promouvoir la mondialisation comme Pax Americana ou de voir créer par l'immigration la première société post-identitaire. L'intelligence politique de Trump est de prendre les néoconservateurs à leur jeu en faisant de la surenchère pro-israélienne. Donald Trump a retenu les leçons de l'entrisme néoconservateur et a appliqué les mêmes recettes. Il lui aura suffi de montrer une certaine neutralité face aux chevaux de bataille des néoconservateurs, avortement, droits des minorités, etc., pour s'infiltrer. Il a imposé de nouveaux thèmes et un nouveau cap aux votants républicains, tout en n'offrant aucune prise aux critiques venant des caciques néocons. Originellement publié sous le nom Conservatism in America, le livre est une réflexion sur le conservatisme en tant que courant politique aux États-Unis d'Amérique et sa subversion par les autoproclamés néoconservateurs. Le phénomène Trump annonce pour les États-Unis la fin de la domination néoconservatrice, pour le monde la fin de l'expansionnisme comprador et militaire états-unien, et pour la France la déchéance du sinistrisme de la droite, ce décalage à gauche décrit par Marcel Gauchet. La traduction du titre « Conservatism in America » semblait une trahison de la pensée de l'auteur, mais je vous encourage à lire cette Amérique de Trump pour tirer, vu de France, les conclusions de ce qui n'aura sûrement pas été une parenthèse politique. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite de bonnes journées.